Je me présente, Guillaume Fossat. Moi, je suis kinésithérapeute, clinicien-chercheur au CHU d'Orléans. Et encore merci au CREF de m'avoir invité à parler d'Optiflow et de VNI. Qui est-ce qui fait de l'Optiflow dans la salle? Ouais, du coup, j'ai pas besoin de faire ma présentation. Tout le monde sait l'utiliser. Qui est-ce qui fait de la VNI? Bon, bah, du coup, je pense que j'ai vraiment rien à vous apporter, d'autant plus que j'ai plein de conflits d'intérêts. Je ne sais pas où sont mes collègues de Bourgoin, mais voilà, j'ai des conflits d'intérêts avec Fischer et Paykel. Pourquoi est-ce que je le présente? Parce que je trouve que c'est important de vous parler de ça. Voilà, je suis conférencier de temps en temps pour Fischer et Paykel, mais ce qui est bien avec Fischer et Paykel, c'est qu'ils font et des masques de VNI et de l'Optiflow, et c'est le sujet du topo, donc voilà, vous pourrez juger de la qualité à la fin, mais je vais essayer d'avoir le message le plus scientifique possible. Et donc ma présentation, elle va s'axer en deux grandes parties. Une première partie sur la ventilation non invasive. Alors, je ne vais pas du tout vous expliquer comment on fait. Je n'ai absolument pas la compétence pour vous expliquer à tout un chacun comment on fait de la VNI. Mais vous voyez, ce petit patient au fauteuil sous sa VNI, il a l'air de kiffer absolument sa VNI. Moi perso, je suis pas un grand fan. À chaque fois que j'en fais, je l'arrête au bout de 30 secondes. Les bénéfices attendus, l'équipe précédente l'a super bien expliqué. Ça va être de diminuer en fait le travail respiratoire, d'améliorer les échanges gazeux, d'éviter l'intubation. Mais comme on a dit, il faut pas trop l'éviter non plus. Il faut essayer d'intuber au bon moment. Donc voilà, peut-être diminuer la durée de séjour et la mortalité. Et ça, on voit que les niveaux de preuve sont, vous le verrez, hormis dans 2 pathologies, c'est pas si clair. Comment est-ce qu'on fait de la VNI? Et ça sera ma seule diapo pratico-pratique. En fonction de vos habitudes, masque à usage unique, masque qu'on peut désinfecter, des total face, pas des total face, des sous-narinaires, bref. Je ne vais pas vous apprendre votre métier. Le plus important, je pense, à retenir, c'est qu'il faut avoir plusieurs types de masques dans chaque réa, parce que en fait, les masques, un masque ne s'adapte pas à tout le monde. Et donc, il faut vraiment essayer d'avoir le plus de masques possible, parce que ça permet de bien adapter la VNI, parce qu'on sait que la clé de la VNI, c'est que le patient soit confortable. Si le patient n'est pas confortable sous sa VNI, vous pouvez déjà la mettre à la poubelle, ça ne fonctionnera pas. Et donc les dernières recommandations, parce que je remercie le CREF de m'avoir donné un double topo VNI Optiflow avec plus de 1500 références bibliographiques dans PubMed. Et là, voilà, j'ai dû faire un choix. Quand je suis arrivé à 100 diapositives, je me suis rappelé que j'avais pas une journée, mais 20 minutes. Donc j'ai repris un tableau pour la VNI dans le cas de l'insuffisance respiratoire hypoxémique non SDRA version New Definition. Donc qu'est-ce qu'on voit et je ne sais pas, il va falloir que j'apprenne à... On a un pointeur ou on n'a pas de pointeur? Non, on n'a pas de pointeur. Alors, du coup, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais en gros, l'idée, c'est de se dire que... Je vois ici, moi, là, je la vois ici. Quand est-ce qu'on fait de la VNI, et c'est sûr que ça fonctionne, c'est dans le patient BPCO hypercapnique en décompensation. Voilà, le patient hypercapnique légèrement acide, là, clairement, il faut faire de la VNI. Et le patient avec un OAP, clairement, voilà, là, on fait... Alors, théoriquement de la CPAP, mais bon, voilà, la VNI fonctionne aussi, mais l'idée dans l'OAP cardiogénique, c'est vraiment de mettre de la PEP. L'aide n'est pas très importante, mais voilà, mettre de la PEP. Et là où est-ce qu'on voit aussi que c'est important, c'est quand on veut sevrer le BPCO. En fait, on s'aperçoit qu'un patient BPCO ou obstructif qui est intubé, il faut vite le sevrer à la VNI, parce que ça va l'aider à passer le cap. Donc il ne faut pas essayer de le garder intubé trop longtemps. Il vaut mieux vite le sevrer quand il est réveillé et qu'il est voilà, relativement stable, extuber-le vite tout de suite sous VNI, et ça, voilà, ça fonctionne bien. Pour les autres, c'est voilà, des recommandations conditionnelles, et je pense qu'il y a encore moyen de faire des recherches sur ces thématiques-là. Les collègues de Bourgoin ont super bien présenté la nouvelle définition du SDRA, et donc le rapport des experts de l'ESIGM en 2023 a fait 7 recommandations pour la CPAP et ou la VNI. C'est-à-dire que chez le patient non ventilé en détresse respiratoire hypoxémique qui n'a pas une exacerbation de BPCO, qui n'est pas obèse et qui n'a pas un œdème cardiogénique, la CPAP comparée à l'oxygénothérapie standard, ils sont
finalement pas capable de faire des recommandations. Donc dans le SDRA, et vous l'avez, les collègues de Bourgoin l'ont bien dit, dans le SDRA non intubé, la VNI, voilà, c'est pas sûr, quoi. On ne sait pas si ça fonctionne. Donc voilà, si c'est pas une BPCO décompensée et un œdème cardiogénique, voilà, on n'est pas sûr. Est-ce qu'il y a des nouveautés en VNI? Là, j'ai cherché, et j'ai pas trouvé. Par contre, ce que je me suis dit, bah, tiens, quand un patient est sous VNI, et ça vous arrive à tous, à un moment donné, il veut vous parler. Et on ne sait pas ce qu'ils veulent dire. Des fois, on se dit, non, mais monsieur, parlez pas parce que ça fait sonner le respirateur, c'est vraiment insupportable. Calmez-vous, vous avez du mal à respirer déjà. Voilà. Donc, je me suis dit, mais ce patient, il veut peut-être nous dire quelque chose. Et donc, je me suis rappelé d'un de mes films préférés où on voit ces pilotes de l'air parler dans des pseudo-masques de VNI et ils se comprennent. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, peut-être qu'on a des études qui nous disent que les patients arrivent à communiquer sous VNI. Et miracle, 2023 dans le Chest, une très très bonne revue de pneumologie, une équipe a eu l'idée en fait d'installer un petit micro, alors même chose, je vais essayer de choper ma souris, donc un petit micro sur le masque de VNI, relié à un appareil de communication qui va en fait amplifier le volume du patient. Merci, super. Hop, donc du coup qui va augmenter le volume sonore du patient. Et donc, on sait que 22% des échecs de VNI sont en lien avec un refus des patients et que peut-être, finalement, si on arrive à améliorer leur confort autre que juste le confort de l'appui du masque, peut-être que dans le futur, avec ces systèmes de micro intégrés au masque de VNI, peut-être qu'on va réussir à passer un nouveau cap dans le confort. Et donc, cette équipe, qui est une équipe anglaise, a fait une étude. Alors, c'est une étude dans une unité de sommeil, c'est pas du tout de la réanimation, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont reproduit le bruit de la réanimation. Donc, ils ont mis 55 décibels dans la pièce. Et ils ont fait une étude, enfin on va dire un plan de traitement en 3 phases. Une phase où le patient parle sans masque de VNI, une façon où il parle avec son masque de VNI sans le micro allumé, et masque de VNI avec micro allumé. Et ce qu'on voit en fait, c'est que... alors du coup, je crois qu'il y a la vidéo qui va se lancer pour que vous voyez le... Ah ben non. Voilà, les aléas de la technique. Les gaz du sang, c'est passé. Moi, ça passe pas. Dommage. Je vais essayer... non, ça va pas le faire. Bon, c'est pas grave. En fait, ce qu'on voit, c'est que les patients la personne avec la VNI et l'autre sont à 2 mètres d'écart et elle va lire des mots et des phrases. Et le résultat très marquant de cette étude, c'est qu'on augmente l'intelligibilité de tous les mots et de toutes les phrases. C'est-à-dire que le patient, même avec quelqu'un à plusieurs mètres de lui, sous son masque de VNI, arrive à se faire entendre. Donc voilà, je ne vous dis pas que je l'utilise, j'ai trouvé ça vraiment en feuilletant la littérature, mais je m'étais dit, tiens, pourquoi pas mettre une petite graine dans la tête de quelqu'un qui aimerait faire peut-être dans quelques semaines, mois, années, une étude, une recherche prospective pour savoir si en réanimation, l'ajout d'un micro permet d'améliorer le confort et diminuer les échecs de VNI. Voilà, ce n'est pas du tout mon topic, mais je peux vous assurer qu'il n'y a aucune étude en cours en France là-dessus. Je pense que ça ferait le plaisir à la DGOS d'accepter un projet comme ça. Voilà. Bref, je pose ça comme ça et vous me remercierez le jour où vous publierez votre étude. La VNI, c'est tout pour le moment. Je vais essayer de parler du haut débit humidifié. Alors même chose, comme Angelina le disait, j'aimerais, et vraiment c'est quelque chose qu'il faut que vous rameniez chez vous, l'oxygénothérapie à haut débit, c'est fini. Okay, ça n'existe plus. On ne fait pas de l'oxygénothérapie à haut débit. On fait du haut débit humidifié et dans lequel on peut ajouter de l'oxygène. D'accord ? Parce que tous les appareils de haut débit, d'abord on règle le débit et après on règle la FiO2. Okay ? Donc, plus d'oxygène à haut débit, s'il vous plaît. Ça fait toujours peur à certains médecins, pneumologues et autres. C'est du haut débit humidifié et vous pouvez
faire ça en air ambiant, 21% de FiO2, comme aller jusqu'à 100% de FiO2, ce qu'on a fait dans le Covid avec des patients qu'on savait qu'on n'intuberait pas. Donc voilà, on a vraiment la marge. Donc la théorie du haut débit humidifié, hein, c'est vraiment de diminuer l'espace mort, de faire cette petite pression expiratoire positive. Alors c'est toujours un terme de désaccord avec mes collègues de chez Fischer et Paykel, mais voilà, les études, quand on fait 2-3 cm d'eau et que juste le patient doit avoir la bouche fermée, c'est vrai que voilà, moi je trouve que c'est pas la PEP le plus important. Ce qui est important, c'est le lavage de l'espace mort anatomique. Et ça, le lavage de l'espace mort anatomique, par contre, c'est un vrai plus, c'est-à-dire que le patient, à l'inspiration suivante, ne va pas réinspirer son CO2. Et donc là, vous voyez cette image où, en haut, le patient, il a plein de CO2 dans ses voies aériennes. Et quand on va mettre le petit flot, on va laver. Et là, forcément, cette animation-là fonctionne. Et donc, vous voyez qu'en quelques minutes, le CO2 qui est marqué en rouge va complètement diminuer et se nettoyer dans les voies aériennes supérieures. Donc l'objectif du haut débit humidifié, hein, c'est de couvrir le débit inspiratoire. Donc comme nous disaient les collègues, un patient qui est en insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique va des fois avoir des ventilations minutes très très élevées. Et donc l'idée, ça va être de couvrir la demande inspiratoire du patient avec ces 60 litres minutes. Hein, l'Optiflow et le haut débit humidifié, vous savez que ça ne fonctionne qu'à 60 et 50 litres minutes. Quand vous passez à 40, 30, il est certainement temps d'arrêter parce que le lavage de l'espace mort est beaucoup moins bon. Donc le haut débit, 60 litres, 50 litres, allez 40, parce qu'on peut garder un peu d'humidité, mais en dessous de 40, clairement arrêter le haut débit. D'accord ? Je pourrais répondre aux questions, si vous voulez, sur comment est-ce qu'on sevre le haut débit, parce que même chose, c'est une question qui n'est pas encore complètement actée, mais on pourra en parler après. Même sanction que pour la VNI, j'ai pris les dernières recommandations, donc là c'est l'ERS en 2022, et là c'est beaucoup moins clair. L'Optiflow, enfin le haut débit humidifié, vraiment c'est mieux que l'oxygénothérapie standard dans l'insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique, ça c'est clair. Ça fait peut-être mieux aussi que la VNI dans l'insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique, donc ça c'est la deuxième recommandation en jaune. En post-opératoire, les experts n'ont pas été capables de dire si il valait mieux faire Optiflow ou VNI. Enfin voilà, pour eux, les niveaux de preuve sont complètement égaux. Par contre, en post-extubation, ce qui se dit, c'est qu'il vaut mieux utiliser l'Optiflow à l'oxygénothérapie standard chez les patients non à risque ou à bas risque de réintubation. Par contre, dès que le patient devient à risque de réintubation, là clairement, c'est la VNI qui fait mieux. Et vous verrez, j'en parle à la fin, peut-être que l'alternance VNI-Optiflow est ce qu'il y a de mieux. Par contre, ce qui est sûr, et ça les experts l'ont vraiment statué, c'est qu'ils conseillent de faire ce qu'on appelle le trial of VNI, c'est-à-dire un essai de VNI avant de faire de l'Optiflow chez un patient BPCO décompensé. Vous savez, vous avez ces patients BPCO qui ne supportent pas la VNI, mais il faut quand même essayer de leur proposer, s'ils refusent et que c'est non envisageable qu'ils restent sous VNI, là, voilà, là il y a la place pour le haut débit parce que ça va laver l'espace mort et faire un peu diminuer la PaCO2, mais voilà, il faut toujours essayer d'abord la VNI dans la décompensation de BPCO. Je pense que j'arriverai pas au bout de ma présentation, mais c'est pas grave. Les IGM, les niveaux de preuve, en fait, c'est assez modéré hein, dans le SDRA, c'est-à-dire qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'études. Hein. Je voulais au départ vous reprendre tous les tableaux avec les forest plots pour essayer de vous expliquer pourquoi tel machin. Bref, c'était un peu trop complexe et j'avais pas le temps. Mais en gros, tous les niveaux de preuve sont assez faibles pour le moment avec le haut débit humidifié parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études bien menées, comparatives, randomisées, prospectives. Donc voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que versus l'oxygénothérapie standard, le haut débit humidifié fait mieux dans l'insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique. Versus la VNI, c'est un peu mieux, mais le niveau de preuve n'est pas très élevé. Donc voilà, c'est une moderate evidence et on n'est pas, encore sûr à 100%. Est-ce qu'il y a des nouveautés en haut débit humidifié ? Ce qui est bien, c'est qu'en haut débit humidifié, le patient il peut parler, manger. Et aujourd'hui, grâce à l'Airvo 3, le patient il peut marcher. Donc nous, on a l'Airvo 3 dans le service d'Orléans, on a été les premiers en Europe à l'avoir et dès qu'on l'a eu, j'ai vu qu'il y avait une batterie et la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai déconnecté les patients du mur
et je suis parti marcher avec mes patients sous eau débit humidifié. Et ça, c'est le rêve. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez déplacer le petit flot de droite à gauche dans la chambre, vous pouvez le débrancher, il ne s'éteint plus. Enfin, voilà, c'est vraiment la grosse nouveauté dans le haut débit humidifié, c'est de pouvoir faire déambuler les patients sous Hervo 3. Et la grosse nouveauté aussi, c'est la Duette. Donc, je ne sais pas qui utilise la Duette, donc la nouvelle canule asymétrique. Okay, donc bon, vous verrez, elle va complètement remplacer la standard dans quelques mois. Donc vous serez tous amenés à l'utiliser, elle est au même prix, elle est pareille. Mais en plus, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va augmenter le washout de l'espace mort. Donc il y a une super étude physiologique que je ne vais pas vous détailler parce que je pourrais y passer, c'est tellement intéressant que je pourrais y passer 1 heure. Mais en gros, qu'est-ce que fait cette canule asymétrique? C'est qu'elle va encore plus augmenter le lavage de l'espace mort parce qu'elle obstrue complètement une narine. Alors voilà, quid de la sonde nasogastrique? J'en parle souvent aux collègues de Chefchaouen et Peckel. Qu'est-ce qu'on fait de cette sonde nasogastrique? Donc vous verrez, on ne peut pas choisir le côté d'obstruction de la narine, donc c'est un peu le problème, mais voilà, sinon elle fait beaucoup mieux, tout en gardant en fait ce pourquoi elle avait été créée, c'est-à-dire oxygéner un peu les patients. Et donc l'équipe de Tommaso Mori en Italie a fait une étude sur 10 patients, et ce qui est super intéressant, c'est que vous voyez ces diagrammes qui partent vers le bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait on diminue encore plus le travail respiratoire avec la nouvelle canule de haut débit humidifié. Donc voilà, tout le monde y passera, il n'y aura plus que ça de commercialisé, donc c'est plutôt intéressant. Ce que j'aime bien comme message, c'est que souvent, en fait, les experts tentent d'opposer VNI au débit humidifié. Clairement, il ne faut pas les opposer. Parce qu'on a tous notre patient, vous le savez, qui s'améliore sous VNI, qui désature sous oxygène simple, sauf qu'il veut manger. Et vraiment, il a vraiment envie de manger, boire, parce que voilà, il a la bouche toute sèche, il a envie de faire une pause. Et là, l'ERS, dans ses recommandations de 2022, recommande l'utilisation du haut débit humidifié pendant les pauses de VNI. Et ça, c'est super important, c'est-à-dire que le patient qui est collé à sa machine de VNI, si on veut lui faire une pause, le haut débit humidifié est vraiment la technique qu'il faut utiliser en comparaison de l'oxygénothérapie standard. Jean-Pierre Fratt, en 2015, avait déjà fait une première étude pour savoir si ce haut débit humidifié était acceptable pendant les pauses de VNI, et clairement, on voit que pendant les pauses de VNI, finalement, le patient ne revient pas à baseline sur sa fréquence respiratoire. Donc en fait, sa fréquence respiratoire reste basse. Ça veut dire que le patient est toujours confortable quand il respire pendant les pauses de VNI. Même chose, ici vous voyez, on a fait une étude comparative où on a fait des pauses sous oxygène et des pauses sous haut débit humidifié. Et les pauses de VNI ont tendance à être plus longues avec le haut débit humidifié qu'avec l'oxygène. Donc voilà, il faut certainement utiliser ce haut débit humidifié pendant les pauses. Voilà, ça c'est pareil, ça c'est exactement la même chose. Vous savez que malheureusement le patient finit souvent par être intubé. Alors nous à Orléans, qu'est-ce qu'on fait? On fait un truc un peu dingue, c'est qu'on fait du haut débit humidifié pendant l'épreuve de sevrage. Donc on déconnecte le patient, on branche le petit flot. Et on avait fait une étude, donc on a publié en 2021, avec une tendance en fait à diminuer la réintubation à J7. Voilà, bon, c'était pas fou le résultat. Il nous manquait certainement 30-40 patients pour arriver à un vrai résultat, mais voilà, il y avait un signal chez les patients à risque d'échec d'extubation. En post-extubation, vous connaissez tous, j'espère, l'étude iWind d'Arnaud-Thiel à Poitiers, qui est vraiment celle qui nous a montré que chez le patient à risque d'échec d'extubation, donc un patient plus de 65 ans, cardiopathe ou atteint d'une pathologie respiratoire chronique, associé VNI et haut débit humidifié en post-extubation, en préventif, c'est-à-dire en prophylactique, on n'attend pas que le patient fasse insuffisance respiratoire aiguë. Cette association permet de diminuer le taux de patients qui vont être réintubés à J7, et ça c'est super important, parce que si le patient n'est pas réintubé, on diminue les comorbidités.
Et vraiment, je ne pouvais pas partir sans parler de cette étude-là, Hernandez, ICM 2022, où là, ce n'est pas juste un facteur de risque, c'est 4 facteurs de risque sur l'association où ils ont comparé VNI et Optiflow. Et donc, c'était VNI plus humidification active, donc avec la cocotte, versus haut débit humidifié. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent les lunettes de haut débit dans le nez avant d'extuber, ils dégonflent, ils extubent et ils vont augmenter progressivement de 5 litres le débit du haut débit jusqu'à arriver au confort. Et donc ce qu'ils ont montré, et je finis là-dessus, c'est que le temps moyen d'hospitalisation, finalement, il est relativement identique entre les deux techniques. Il tend un peu à diminuer en réanimation. L'intolérance à la thérapie, par contre, clairement, les patients préféraient le haut débit à la VNI. Donc voilà, la VNI fait mieux, les patients n'aiment pas. L'association des deux, je pense vraiment c'est ce qui est important. Et quelque chose qui était assez remarquable, c'est que, et c'est pas bien, c'est que le temps à la réintubation à J5 était beaucoup plus long pour les patients sous VNI. Ça veut dire que des patients qui auraient eu besoin d'être réintubés ont été réintubés trop tard sous VNI. Donc, voilà. Faut tempérer, la VNI c'est bien, mais des fois on laisse trop longtemps les patients sous VNI. Ça c'était les limitations, et j'arrive à ma conclusion, et du coup je suis dans les temps. Donc, en résumé, insuffisance respiratoire aiguë, si elle est d'origine obstructive, décompensation de BPCO, ou si elle est d'origine cardiogénique, OAP, VNI. Ça c'est clair, net, ça c'est grosse recommandation. En post-extubation, si le patient est à risque, VNI. D'accord. Mais s'il veut manger, s'il veut faire des petites pauses, Optiflow, au débit humidifié. Si le patient il fait une grippe, un SDRA Covid, et qu'il arrive aux urgences ou dans votre service, et qu'il n'a pas d'autres comorbidités, c'est certainement le haut débit versus l'oxynothérapie conventionnelle. Et vous verrez que haut débit versus VNI, chez le patient qui n'a pas d'antécédent respiratoire, il va bouler la VNI et il préférera rester sous haut débit humidifié. Donc, voilà, il n'y a pas encore de haut niveau de preuve pour haut débit versus VNI, pour l'insuffisance respiratoire hypoxémique sans comorbidité, mais certainement qu'il faut proposer le haut débit, c'est plus confortable. Et en post-extubation, on peut se permettre, chez le patient à faible risque, de mettre directement le haut débit. Ça fait mieux que l'oxynothérapie conventionnelle. Donc voilà, le haut débit quand même pose encore plein de questions, et il faut savoir quand on l'utilise, parce que vous savez qu'aujourd'hui, à l'heure de l'écologie, des fois craquer des kits d'Optiflow ou de VNI pour une journée, 2 journées, c'est complexe, mais bon, ça sauve nos patients. Donc je sais que des fois certaines équipes sont réticentes à craquer de l'Optiflow en préventif et de la VNI en préventif, mais ça fait quand même beaucoup mieux. Donc il faut utiliser de la VNI et du haut débit humidifié chez nos patients à insuffisance respiratoire aiguë, qu'ils soient BPCO, cardiopathe ou hypoxémique. Et j'ai terminé. Merci. Merci. Des questions dans la salle, s'il vous plaît. Il y a une question. Est-ce que le haut débit peut s'utiliser sur Respi Transport? Alors, est-ce que la question c'est est-ce que je peux mettre, parce que je sais qu'il y a des respirateurs qui font haut débit, mais en fait, si vous partez avec un Respi Transport, c'est que le patient il est ventilé ou il n'est pas ventilé. Je ne comprends pas. Qui est juste sous haut débit aux lunettes. Ouais. Ben, en fait, alors avec l'Airvo 3, vous pouvez partir avec l'Airvo 3 parce qu'il y a une batterie de 45 minutes. Donc maintenant, on ne se pose plus la question. L'Airvo 2, vous pouvez acheter des batteries qui sont vendues indépendamment. Même chose, ça vous donne une autonomie de 45 minutes. Et il y a des respirateurs portables qui font haut débit. Mais alors là, faut monter tout un système de cocotte, parce que si vous balancez du haut débit sur un respirateur portable, je peux vous assurer qu'en 30 secondes, le patient il l'arrache parce qu'il est brûlé au niveau du nez. D'accord, 60 litres par minute sans humidification et réchauffement, c'est une horreur. Donc oui, c'est faisable si votre respi de transport a l'option haut débit, mais mettez une cocotte, hein, sinon ça ne marchera pas. Mais voilà, le haut débit maintenant
les nouveaux appareils ont des batteries. Merci pour ta présentation. Tu nous parles de l'Airvo 3 et des patients qui marchent avec. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer quel type de patients? Je suppose que ce n'est pas des patients aigus. Eh ben, en fait, nous, on fait marcher soit le patient insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique qui n'est pas encore intubé, parce que clairement, on s'aperçoit que ces patients-là se tassent dans le fond du lit. On n'ose pas les toucher, mais nous, on les met debout, on les fait marcher avec, tu as vu, des assistances, c'est-à-dire qu'ils supportent leur membre supérieur sur un déambulateur, même s'ils sont complètement autonomes. Donc l'idée, c'est pas de faire le marathon, mais l'idée, c'est de les bouger, tu vois, d'aller aux toilettes, pourquoi pas. Donc ça, on fait marcher du patient à 60 litres, 60% sans souci, sans aucun souci, tant qu'on est clinique et que le patient chute pas sa SAT. Et c'est très bizarre, hein, nous, ça fait des années qu'on le faisait. Moi, dès le début, j'avais une rallonge de 60 mètres pour pouvoir amener mes optiflots dehors. Mais le patient, si tu vas étape par étape, clairement, il ne désature pas. Il n'augmente pas sa difficulté respiratoire. Souvent, en fait, c'est d'être dans le lit et de se tasser il va faire micro-atélectasie un peu partout. Donc, fauteuil, marche et feu. C'est vrai qu'au départ, on se demandait si on allait l'utiliser. On le désinfecte 3 à 4 fois par jour pour pouvoir l'utiliser Donc, on prend le kit de l'Airvo 2, question écologique, donc on prend le kit de l'Airvo 2, on le met sur notre Airvo 3, qui est de l'Airvo 3 décliné, et on part marcher. Et quand on revient, on remet sur l'Airvo 2, on désinfecte 45 minutes l'Airvo 3, et voilà. On n'a pas 50 Airvo 2 encore dans le service, mais Airvo 3 dans le service. Mais ça se fait chez tout le monde. Et en post-extubation, je t'en parle pas, en général, ça nous fait sevrer très rapidement les patients parce qu'on s'aperçoit qu'ils tolèrent l'effort. Donc, quand les médecins voient des patients sous Airvo marcher dans le couloir, souvent, ils arrêtent très rapidement le haut débit. J'ai une question sur la surveillance. En ventilation mécanique, l'équipe de Bourgoin a parlé de la surveillance de la pression plateau. Et en ventilation spontanée, quels sont les paramètres les plus importants pour éviter des complications de bacilli? Après, ça dépend du type de ventilation spontanée. C'est vrai que le patient en ventilation spontanée sous VNI, ce que vous allez pouvoir regarder, hein, c'est clairement la ventilation minute ou le volume courant. Si votre patient qui a un VT prédit à 8 ml kg, s'il en fait 16, clairement c'est qu'il n'a pas besoin d'autant d'assistance ou pas du tout. Donc faites attention aux patients en fait, qui ont des trop hauts volumes courants et des trop grosses ventilations minutes sous VNI. Ça, c'est des patients qui... Voilà, clairement, soit il faut diminuer, soit arrêter les aides. Sous haut débit humidifié, c'est beaucoup plus complexe, c'est-à-dire que là, il va falloir regarder le drive respiratoire du patient. Alors, c'est très sexy dans les études cliniques hein, de faire de l'EMG de surface et autres, mais là où il faut être vigilant, en fait, c'est que le patient soit pas on va dire en demande respiratoire extrême avec un travail des muscles accessoires. Là, clairement, voilà, c'est ce qu'il faut surveiller, mais moi, j'ai envie de dire, comme disaient les collègues de Bourgoin, soyons cliniques, surveillons nos patients. Et voilà, quand le patient est en demande ventilatoire extrême, voilà, faut faire quelque chose. Et s'il ventile trop alors qu'on l'assiste, arrêtons les assistances. Et la dernière question sur la charte de travail sur la ventilation non invasive nocturne. Ouais, donc c'est vrai que souvent en fait on se pose la question de savoir s'il faut faire de la VNI nocturne. Alors l'étude d'Arnauty, IWIN 2021, vraiment nous dit qu'il faut faire le plus longtemps possible de la VNI en post-extubation, hein, donc ça doit être, je sais plus, Angélina, je crois que c'est plus de 16 heures par jour ou quasi 20 heures par jour de VNI. Souvent les patients ne le supportent pas la nuit. Si les patients sont déjà appareillés à la maison, faites venir leur respirateur de domicile, leur petite PPC. En général, ils ne supportent pas nos respids-réa, mais par contre, dès qu'on les remet sur leur PPC portable ou leur petite VNI, c'est super confort parce qu'ils sont habitués au masque, donc ils passent des super bonnes nuits. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un patient qui est obstructif du sommeil à la maison, clairement, il faut lui remettre tout de suite, dès qu'on l'extube, sa PPC, et s'il a une insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique et qui ne supporte pas nos VNI, là, il faut créer des montages pour pouvoir le ventiler la nuit avec sa PPC, mais en même temps, on ne peut pas mettre des FiO2 qu'on a l'habitude de régler, donc il faut faire des petits montages où on ajoute de l'oxygène pour essayer de garder un bon niveau d'oxygénation.
Merci beaucoup pour la réponse. Et j'ai une dernière question aussi, vous avez? Parce qu'on arrive au timing, on a respecté les temps, presque à 2 minutes près. Merci Guillaume pour ta présentation très claire, très complète. Merci à tous les orateurs de la session. Merci à tous.